Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et le tout sans complexe. Nous parlons aujourd'hui du cinéma français et d'un thème d'actualité car on approche de la cérémonie des Césars, la cérémonie de récompense des meilleures productions françaises de l'année. Les Césars auront lieu le 22 février 2019 à la salle Pleyel pour la 44e édition. Et à l'annonce des nommés de 2019, comme pour ceux des années précédentes, j'ai envie de dire, il y a eu des échanges houleux sur la toile. Où en est la représentation des personnes non blanches dans le cinéma ? Pour nous accompagner dans cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir Alice Diop. Salut Alice. Salut Rokhaya. Salut Grace. Alors Alice, tu es autrice et réalisatrice de films documentaires, formée entre autres à la prestigieuse Fémis, une école de cinéma de référence dans le monde du cinéma. Parmi les plus grands, on peut citer tes plus grands succès, on peut citer La mort de Danton en 2011, qui a obtenu le fameux prix étoilé de la SCAM, La permanence en 2016, prix de la compétition française au Festival du cinéma du réel, ou encore Vers la tendresse, qui a reçu le César du meilleur court-métrage. Voilà. Alors, je veux juste préciser quand même que en fait, j'étais pas tellement formée à la Fémis, j'ai été formée à l'atelier documentaire de la Fémis. D'accord. Ce qui fait toute la différence. On est très peu d'auteurs racisés à avoir été formés par la Fémis. Et à mon avis, ça va être l'objet aussi d'une discussion entre nous. D'accord. Dans Kiffe ta race, on demande à nos invités de se situer sur le plan racial. Par exemple, je suis asiatique, Rokhaya est noire. Est-ce que toi, Alice, tu te définis et comment ? En fait, pendant longtemps, j'ai refusé en fait de me définir, mais presque pour une question politique. En fait, j'ai l'impression que la manière dont je me définis, elle dépend de mon interlocuteur et de la personne qui me pose la question. Donc, je me définis comme étant Alice Diop, et ça, je trouve que c'est déjà tellement complexe et il y a tellement de choses dans ce que je suis, la manière dont je me vois, que j'ai du mal à être réduit à quelque chose qui me semblerait trop homogène. Mais après, je suis une femme noire et en fait, j'en suis assez fière. Je suis perçue, je pense que je suis une femme noire racisée. Mais vraiment, c'est cette question de l'identité, pour moi, et c'est d'ailleurs la manière dont j'ai vécu tout ce qui s'est passé après les Césars, même si je fais du cinéma depuis très longtemps, en fait, j'ai eu une espèce d'exposition médiatique hyper forte à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je refusais de prendre ce rôle, en fait, du symbole de la diversité triomphante. Mais pour plein de raisons, en fait, et presque pour des raisons politiques. Et en fait, je me suis aperçue que finalement, refuser de prendre ce rôle pour des jeunes filles noires qui m'arrêtaient dans la rue, et j'en ai rencontré beaucoup, et j'en ai rencontré une serait-ce que la semaine dernière dans le métro, qui me dit « mais en fait, on est hyper fiers de toi », etc. Je me suis rendu compte que je pouvais pas non plus ne pas complètement prendre ce symbole-là. Et qu'en fait, voilà, donc quelque part, la manière dont je me définis en tant que femme, en tant que noire, en tant que femme noire française, en tant que cinéaste, c'est très, très protéiforme, en fait. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais noire ? Alors en fait, je me suis rendu compte que j'étais noire quand j'ai quitté mon quartier, parce que j'ai grandi à Aulnay au 3000, et que je suis montée à la capitale, entre guillemets, pour faire des études à la Sorbonne. Donc Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Aulnay-sous-Bois, j'ai grandi au 3000 en Seine-Saint-Denis. Et je crois que je me suis rendu compte que j'étais noire, même si je l'ai toujours su, mais vraiment de façon extrêmement violente, à un jour où j'étais un après-midi à la bibliothèque de la Sorbonne, en train de travailler sur un exposé. Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi et je me suis aperçue que j'étais la seule femme noire. Enfin, j'étais le seul noir et la seule femme noire. Et là, en fait, je me suis rendu compte que... Et ça, quelque part, c'est un événement, un épisode qui m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, à la cérémonie des Césars, on était deux noirs dans la salle. Quand je suis au CNC, je suis la seule femme noire. Enfin, quand je siège dans des commissions ou quand je suis sur un tournage. Enfin, et qu'en fait, c'est la première fois où j'ai pris conscience, en fait, du chemin que j'avais parcouru et de la solitude dans lequel ce chemin-là dans lequel elle me mettait, en fait. Et je pense que c'est là où j'ai toujours su que j'étais noire, mais je l'ai su au regard des autres à ce moment-là. Ouais, ça n'avait pas le même sens, en fait. Ça n'avait pas du tout le même sens. Alors, quand est parue la liste des nommés pour les Césars 2019, l'état des lieux était assez parlant. Sur les catégories les plus populaires, films, réalisation, acteurs, actrices, second rôle, meilleurs espoirs, les seules personnes non blanches ou perçues comme non blanches sont Leila Bekti pour un second rôle dans Le Grand Bain, Kenza Fortas nommée comme meilleur espoir féminin pour Scheherazade, ou Karim Leclou pour un meilleur espoir masculin.
À l'annonce de la liste, j'ai posté sur Twitter une réponse interloquée à un tweet qui détaillait la liste des nommées dans la catégorie meilleure actrice, qui mettait en avant plusieurs actrices. Donc les nommées sont Élodie Bouchez, Cécile de France, Léa Drucker, Virginie Efira, Adèle Haenel, Sandrine Kiberlin et Mélanie Thierry. Et en fait, sur la photo qui accompagnait le tweet, il y avait 4 visages de femmes blondes. Et j'ai trouvé ça extrêmement parlant sur la disparition non seulement des Brunes, mais de toutes les autres femmes qui ne sont pas blanches. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le déluge de tweets de colère qui s'est abattu en réponse et qui, pour moi, montre bien le malaise. Je vous donne un exemple. C'est vous la raciste, Madame Rokhaya Diallo. À chaque fois que vous parlez, on ressent la haine envers les blancs entre guillemets. Demandez-vous simplement quelle comédienne en 2018, entre guillemets, black ou d'autres origines, méritait d'être nommée pour leur rôle. Donnez un nom, 3 petits points. Et en fait, je trouve que la personne, déjà, qui perçoit de la haine des Blancs, quand je dis juste que c'est bizarre quand même qu'en 2019, on n'ait pas d'actrice non blanche nommée dans la catégorie meilleure actrice. Et en fait, je trouve que le problème, c'est si on ne peut pas en nommer, c'est bien parce qu'il y a un problème d'accès à des rôles qui permettent d'être nommés au César pour les actrices non blanches. Ce n'est pas une question de talent. Ouais, exactement. C'est pas qu'il n'y en a pas. Non, mais en fait, j'ai l'impression que ce qui est très lassant en France, c'est qu'on a en permanence les mêmes discussions, en fait, qui mènent toujours à des impasses. Il y a quelque chose d'une impossibilité de voir le réel qui est assourdissante et qui est, moi, dont je ne me remettrai réellement jamais, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la photo de... Et c'est encore une fois la raison pour laquelle j'avais pas du tout envie que le César obtenu avec Memouna soit... Memouna Doucouré qui a obtenu le César avec toi pour Maman. Qu'on a obtenu ensemble, soit une manière finalement de nous endormir pendant 40 ans. C'est-à-dire, c'est formidable, tout le monde en parle. Mais non, c'est pas formidable, c'est presque tragique qu'on en soit là, en fait. Qu'on l'ait eu... c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais hyper heureuse, etc., et très fière, et en même temps, ça racontait quelque chose... finalement, ça venait mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement violent. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une porte ouverte, le début de quelque chose, en fait, le quota est atteint, on en a mis 2 d'un coup, et non, mais c'est bon. Non, mais en fait, c'est même pas... Moi, c'est plus comment on a pu en arriver là. C'est-à-dire comment on a pu en arriver à une situation où 2 femmes noires en France reçoivent un César après que la précédente l'ait reçu 30 ans avant. Et est-ce qu'on va attendre 30 ans de plus ? Pour moi, c'était aussi le révélateur de quelque chose, d'une photographie, plus que du cinéma, d'ailleurs, de la société française, complètement ahurissante, en fait. On a fait un petit tableau des lauréats et des nommés depuis 2000 dans dans les plus grosses catégories, et les personnes racisées sont assez peu présentes. Alors on va nommer, il y en a plusieurs qui viennent à l'esprit, comme Omar Sy pour Intouchable dans la catégorie meilleur acteur, ou les films d'Abdelatif Kechiche qui ont reçu des prix. Il y a Rachida Brakni, Lindan Pan, voilà mais c'est D'ailleurs, aussi, personnellement, moi, je trouve que l'un des autres grands scandales de cette photographie des nommés César cette année, c'est l'absence, pour moi, après, ce n'est que mon avis, mais je pense que je ne suis pas la seule à partager ça, du plus grand réalisateur français qui est Abdelatif Kechiche. Je ne sais pas si vous avez vu son film Mektoub My Love, mais moi, c'est le coup de cœur que j'ai de l'année cinématographique, et il est nommé nulle part. Je veux dire, pour moi, c'est quand même aberrant. Après, voilà, c'est quand même assez aberrant. Toi, quand tu as été primée pour Vers la tendresse, on a beaucoup dit de ton travail qui portait sur les quartiers, que tu étais la voix de la banlieue, la cinéaste du ghetto, en gros, c'est ta case, ça. Est-ce que tu te sens enfermée dans cette case ? Mais en fait, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps à New York, à Columbia, où j'ai été invitée pour un séminaire qui s'appelait Blackness in French Cinema. Donc déjà, j'étais très, très... honorée, en fait, d'être en compagnie de Rokhaya Diallo, de Amandine Gay, de Mame Fatou Niang, des jeunes femmes noires réalisatrices qui représentaient le cinéma français. Déjà, je trouvais ça assez culotté, et je m'étais dit qu'un panel de ce genre n'aurait jamais pu avoir lieu dans une université française. Chez nous. Donc je reconnaissais à la fois même pas l'audace, mais en fait le sens du réel des États-Unis sur ces questions-là. Et donc la salle était remplie d'étudiants, vraiment. Il y a eu un échange extrêmement magnifique avec les gens les étudiants de Columbia.
Et en fait, il y a un prof qui m'a interrogée sur le film et la première question qu'il m'a posée, c'est « Madame Diop, en fait, je perçois dans votre film une espèce de parenté très lointaine avec un film de Marguerite Duras qui s'appelle Les mains négatives ». Il m'a demandé si je l'avais vu et en fait, si ça a été pour moi une source d'inspiration. J'étais interloquée parce que bien évidemment que Les mains négatives de Marguerite Duras sont une source d'inspiration pour Vers la tendresse, sauf qu'en France, personne ne m'aurait jamais posé cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu le film et en fait, on a abordé la question du sujet du film par la forme. Alors juste, on va faire une parenthèse, rappeler le sujet du film, c'est sur l'amour, la perspective masculine de l'amour dans les quartiers populaires. Voilà, en fait, c'est quatre voix singulières de garçons qui me parlent de leur rapport à la tendresse, de leur rapport à l'amour, de leur rapport aux femmes, de leur impossibilité à rencontrer des femmes. Donc c'est pas non plus un film qui dirait comment on aime dans les quartiers populaires, parce que je pense qu'on n'aime pas nécessairement différemment qu'ailleurs, mais en fait c'est un film effectivement qui interroge la masculinité à cet endroit-là, mais en l'interrogeant à cet endroit-là, elle l'interroge de façon beaucoup plus générale dans la société française. Et pour moi, en fait, j'ai toujours considéré, et c'est réellement ce pourquoi je me bats, c'est qu'en inscrivant mes films dans une réalité territoriale très définie qui est la banlieue, en fait ces films peuvent interroger l'universel. Et ça, c'est réellement mon combat. Et je pense que c'est presque c'est un combat politique. Et c'est effectivement, il y a peu de gens en France qui me prêtent et cette possibilité-là. C'est-à-dire que forcément, je suis le porte-parole de la banlieue. Après les Césars, dès qu'il y avait un problème en banlieue, on m'appelait. Comme si j'étais devenue l'espèce de référente. Et en fait, cette chose-là, c'est qu'en fait, je la trouve qu'elle est extrêmement condescendante et elle nie mes qualités de cinéaste. Elle nie ma capacité finalement à inventer des formes et par l'invention des formes, à questionner la société. Ce que cette anecdote avec ce professeur à l'Université de Columbia révélait, c'est qu'il voyait dans ce film avant tout un film de cinéaste, et bien sûr qu'il aborde des questions qui peuvent être des questions sociologiques, des questions de société, etc., mais on l'aborde dans la reconnaissance de ma capacité à inventer des formes, ce qui n'est pas le cas, où j'ai l'impression qu'en France, c'est pas évident. C'est un peu ça ce qui se passe pour les cinéastes non blancs. J'ai l'impression que c'était le cas pour Divine aussi, c'est qu'en fait, on interdit aux cinéastes non blancs le droit à la fiction. C'est-à-dire que systématiquement, on va prendre leur création pour une forme de témoignage ou d'analyse sociologique, comme si en fait il n'y avait pas de possibilité de création artistique et de distanciation par rapport à un réel. Donc on va prendre pour argent comptant le récit, par exemple Divine, on va dire que c'est un commentaire sur la banlieue, etc. Et on ne va pas du tout voir la poésie qu'il peut y avoir dans ce qu'a conçu Ouda Benyamina. Mais moi c'est vraiment c'est la raison principale sur laquelle je me bute, sur laquelle je me bats, et ce pourquoi c'est la raison principale sur laquelle je me défends. Je veux dire, moi aussi, j'ai été invitée dans une émission de France Inter que je ne citerai pas pour présenter Vers la tendresse. Et en fait, j'arrive dans le plateau et je suis avec un sociologue, un espèce de jeune loup de l'UMP. Et en fait, je m'aperçois que je ne suis pas là pour parler de mon travail de cinéaste. Je ne suis là que pour participer à un débat politique autour de les mecs de banlieue sont-ils tous des violeurs? Enfin, un truc complètement ahurissant. Et à chaque fois que le journaliste me posait la question, je leur disais, mais je ne peux pas répondre, je ne suis pas sociologue. Pourquoi je suis cinéaste. Je n'ai jamais dit que mon film était la représentation des mecs de banlieue. C'est 4 voix singulières qui parlent à partir de leur singularité, et en fait, c'est l'addition de ces voix qui dit la complexité, mais en aucune façon je peux, discourir avec un mec d'un bord politique différent pour représenter à moi toute seule la voix des mecs de cité, la voix des quartiers, quoi. Et c'est vrai que les gens, en fait, ils comprennent pas. C'est pour ça que pour moi, la question n'est pas uniquement colorier l'écran. C'est pas que ça, c'est-à-dire effectivement se dire statistiquement il y a un réel problème, il y a pas assez d'acteurs, etc. machin. Mais je pense que la postmodernité, c'est de dire quel rôle et quel cinéaste et comment finalement à travers un film. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment sur un projet sur un scénario de fiction. Tous mes personnages sont des femmes noires. Enfin, les personnages principaux sont des femmes noires. Mais ce qu'elles interrogent, c'est la maternité. Et en fait, j'espère qu'une femme blanche, une femme asiatique pourrait regarder le film en disant ça parle de ma propre mère, ça parle de mon propre rapport à la maternité. Et pour moi, si ce film... je veux vraiment voir si cette espèce de souhait que j'ai, qu'on peut aussi porter l'universel, qu'on peut être des personnages qui transcendent, dont la vie transcende notre assignation à notre race, si c'est possible. Tu m'as raconté aussi une anecdote, alors 2 anecdotes. Une qui concerne la classification de ton travail dans les rayons des personnes des établissements qui vendent des DVD, et puis une autre qui est liée au César. Ah oui, alors ça, j'étais... comme quoi, la question des stéréotypes et la question de là où on en est, c'est très, très loin. Donc j'ai été
invité au Fouquet's pour le traditionnel dîner dénommé qui a lieu 3 semaines avant la cérémonie des Césars. Donc bien sûr, j'étais avec Memouna Doucouré, nous étions les 2 seules femmes noires. Et je commande un Uber en sortant du Fouquet's. Et là, je rentre dans le Uber où le chauffeur est un homme noir. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a un attroupement des journalistes, des photographes devant? Et je lui explique que c'est le déjeuner dénommé. Il me dit ah oui, c'est génial et tout. Donc là, en fait, tu travailles, t'es serveuse au Fouquet's? Et je lui dis, écoute-moi bien mon frère, franchement, je te jure, regarde-moi bien dans les yeux, l'heure est venue que non, moi je suis nommée au César comme les autres. Et le temps est venu même pour toi de faire un rewind dans ta tête, quoi. C'était un truc hallucinant. Donc comme quoi la question. Et en même temps, c'est très triste sur l'intériorisation qu'on a de notre position sociale. C'était impossible que je sois en dehors de Fouquet's. Voilà, sans être serveuse. Voilà, sans être serveuse. Et c'était incroyable. Ouais. Et l'autre question, c'est la question en fait, t'es allée c'était à Gilbert Joseph. Oui, en fait, c'est une de mes étudiantes qui m'a informée. Elle s'est engueulée avec le vendeur du rayon cinéma de Gilbert Jeune à Saint-Michel, pour ne citer que lui. Et parce qu'elle cherchait mon film. En fait, mon film était au rayon cinéma d'Afrique, alors que c'est un film qui a obtenu le César du cinéma, le César du court-métrage français, et qui est un film totalement français qui se passe en France avec une réalisatrice qui est française. Et il était au rayon. Et en fait, j'y suis allée. Je me suis dit, mais attends, je vais venir avec mon César, je vais le poser sur le comptoir pour leur dire, mais attendez. Et j'y suis allée quand même en leur disant, mais écoutez, moi je trouve ça scandaleux que vous mettiez mon film au rayon cinéma d'Afrique. Enfin, je veux dire, je vois pas. Il est tourné en Seine-Saint-Denis. C'est un film. C'est en français, la langue française. C'était complètement. Et en fait, il n'a pas été plus loin que Diop. Il n'a pas été plus loin que Diop. Sûr, Donc, quelque part, ça dit. Alors que le distributeur est français, tout est. C'est-à-dire que Diop, ça ne peut pas être considéré comme français. Non. Diop plus noir. Bon, Diop sont généralement noirs, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ça peut pas être considéré comme français. Ouais. Mais c'est tout le problème. C'est pour ça que pour moi, le cinéma, en fait, c'est un instrument puissamment politique et l'incapacité finalement que la France a d'updater le réel. Je crois qu'il y a une responsabilité que le cinéma français porte aussi là-dessus, c'est-à-dire dans la question des représentations. Et pour moi, c'est un outil très puissant pour remodeler finalement la photographie d'un pays, le cinéma. Et le fait qu'on en soit si absent, ou en tout cas qu'on soit si à la marge, est pour moi un réel problème. Mais moi, je siège en ce moment au premier collège de l'Avance-sur-Recette, et en fait, ça fait même pas un an que j'y suis. Et il y a très peu de projets de gens racisés que j'ai eu à lire. Très, très peu. Donc c'est aussi des barrières avant même la sélection. Avant même qu'ils puissent y arriver. Encore, c'est même pas une question de. Moi, je peux pas être toute seule à porter finalement cette voix-là et à mobiliser, à sensibiliser les gens sur la nécessité de renouveler en fait le vivier des auteurs, même si je crois quand même que le CNC est engagé depuis quelques temps dans une réflexion là-dessus, qui porte pas complètement ses fruits, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Donc en renouvelant les commissions, en tentant d'être beaucoup plus attentive à ces questions-là. Après, par exemple, à l'Avance-sur-Recette, si on était 2, je pense que ce serait très bien, de ne pas être la seule à porter ce poids, mais il n'empêche qu'il y a des auteurs qui ne sont pas racisés et qui le portent et qui voient la nécessité aussi. Donc, ça, c'est quand même des choses qui avancent positivement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des barrières avant, quoi. Là, on comprend que le cinéma français est très, très blanc, donc la blanchité dans le cinéma français est importante. On a beaucoup lu dans la presse que les Césars étaient endogames et du coup qu'il n'y avait pas de place pour les personnes qui n'étaient pas issues de ces milieux-là. Donc c'était fille 2 ou fils 2, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et du coup, il y a eu une réflexion il y a quelque temps sur les films populaires qui font un carton au box-office et qui ne sont jamais presque récompensés au César, comme ça a été le cas pour Bienvenue chez les Ch'tis. Et en 2018, l'année dernière, on a créé une catégorie qui s'appelle le César du public et qui donc a été remis pour la première fois à Danny Boone pour Red Dingue. Donc est-ce que c'est ça la réponse des Césars aux critiques, c'est-à-dire qu'on a créé un prix du César, je vais le dire comme ça, mais César du film beauf, quoi, c'est-à-dire le fait que ce soit un film c'est pas un film d'auteur qui a 4T sur Télérama, c'est un film qui a fait un carton dans des endroits où il lise pas Télérama, justement. Est-ce qu'il faudrait donc créer un César de la diversité? Bon, c'est une question rhétorique, tu vois, mais bien sûr qu'il faudrait pas. Mais est-ce que c'est ça la réponse des Césars à une critique du cinéma français blanc? J'espère pas. S'il faut créer un César de la diversité, je veux dire, c'est horrible. Vraiment, ce serait une catastrophe. Moi, je trouve que
plus que les Césars, c'est encore une fois la photographie, plus que du cinéma, de la société française. Et qui est en France à des postes de pouvoir, qui se sent autorisé à poser un récit, qui se sent légitime, qui a les connexions pour... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est... La question, elle est réellement là, en fait. Et je pense que les Césars ne sont que, finalement, le miroir de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est en ça où l'initiative menée par 50-50, vraiment une initiative pour mettre vraiment la question de la parité au cœur du cinéma. En fait, la question de la parité, c'est très bien, mais moi, finalement, j'ai été beaucoup plus discriminée en tant que noire qu'en tant que femme dans ma vie, et y compris dans le cinéma. Et de fait que 50-50 comprennent que la question de la diversité, la question de la parité ne peut pas être dissociée de la question de la diversité, parce que nous, on n'a pas le choix, finalement, de choisir entre la chose qui nous discrimine le plus. Et je pense que c'est réellement des prises de conscience politiques, mais qui ne sont pas que des prises de conscience politiques, c'est-à-dire que presque une stratégie de lobby autour de ça qui va réellement changer les choses, quoi. On peut faire le parallèle avec les États-Unis, avec notamment ce qui s'est passé en 2016 avec la controverse Oscar So White. Le hashtag avait été créé par April Reign pour dénoncer le manque de représentation dans le cinéma hollywoodien. Cette année-là, à part Alejandro Iñárritu pour Birdman et la nomination du film Selma, il n'y avait pas de nommé non-blanc, ce qui est quand même assez paradoxal aux États-Unis. Et donc, interviewée par MTV, la personne, donc April Reign, qui a créé le hashtag, a dit « Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de films de qualité auquel contribuent des personnes non-blanches, ce n'est pas là la question. Les personnes qui votent pour les Oscars, selon un article de The Atlantic, sont à 94% des blancs, 76% des hommes et l'âge moyen est de 63 ans. Ceux-là ne sont peut-être pas intéressés par le film Selma. Et en 2016, effectivement, la présidente des Oscars a déclaré que l'Académie s'engageait à doubler le nombre de votants issus de la diversité, entre guillemets, d'ici 2020. Est-ce qu'on sait qui vote au César et est-ce que justement il n'y a pas un problème de représentation parmi les gens qui votent et du coup qui vont exprimer une sensibilité qui n'est pas forcément celle qui est conforme à celle de la société française actuellement? Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est à la fois, en fait, les films ne sont pas là. Les films faits par des auteurs racisés, ils vont sans doute arriver dans les prochaines années, mais personnellement, ils ne sont pas encore là. Ouais. Je veux dire, Memouna Doucourel fait son premier long-métrage, Mati Diop fait son premier long-métrage, je peux citer Diana, je peux citer Diana Gay, l'auteur... Et Lajli aussi, par exemple. Lajli qui va sortir son premier long-métrage. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est un phénomène qui est presque... c'est un sens de l'histoire qui est en marche. Il y a tous ces gens qui vont faire des premiers films qui, j'espère, vont complètement modifier la représentation en fait, du cinéma dans les prochaines années. Mais il y a aussi le fait que les gens au César, les gens qui sont autorisés à voter, sont des gens qui ont été nommés. Donc en fait, c'est presque c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui votent pour les. Enfin, c'est des gens qui ont été nommés, mais qui votent pour les films. Qui est des gens qui vont leur succéder. En fait, c'est une espèce d'entre-soi complètement. Moi, je pense que c'est comment on entre dans le système. En fait, comment on entre dans le milieu. J'ai l'impression que la question en France, elle se pose vraiment là. Comment on renouvelle un vivier d'auteurs. Comment on va chercher vers les marges. Comment on aide les gens à finalement accéder à des carrières et comment on leur permet de se sentir légitimes là où peut-être ils pensaient qu'ils ne l'étaient pas. Comment on remet en question finalement le système aussi de financement. Est-ce que ça passe que par l'avance sur recette qui est extrêmement sélective, qui vraiment est... Voilà, je pense que c'est toutes ces réflexions-là, à mon avis, qui doivent être menées, dont les gens parlent depuis très longtemps et en fait dont on attend aujourd'hui, je pense que des réponses concrètes. Moi, j'ai 40 ans, je ne sais pas si tu te souviens, Rokhaya, mais il y a 15 ans ou il y a 10 ans, on était déjà invités dans des séminaires avec des sociologues pour parler de la question de la diversité de la représentation dans les médias. 15 ans après, qu'est-ce qui a changé? Oui, on a eu 2 Césars du court-métrage, mais pour moi, c'est presque pathétique, en fait. Je veux dire, c'est sociologiquement pathétique. C'est très bien pour moi, pour ma carrière, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Politiquement, on ne peut pas se contenter de ça, en fait. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. You cannot win an Emmy for roles that are simply not there. Donc ça, c'est Viola Davis à la cérémonie des Emmy où elle a eu son prix pour How to Get Away with Murder en septembre 2015 et elle a cité Harriet Tubman et elle a dit la seule chose qui sépare les femmes non blanches des autres, c'est les opportunités. Personne ne peut recevoir un Emmy pour un rôle qui n'existe pas. Donc je pense que c'est ce que tu dis, Alice, quand tu dis où sont les... là, elle le dit à la fin, on n'a pas gardé pour l'extrait, mais où sont les Shonda Rhimes qui a écrit Grey's Anatomy, où sont les John Chu, le mec qui a fait Crazy Rich Asians et d'autres. C'est-à-dire que, est-ce que l'accès à ces métiers-là,
en France, on parlait de la féminisme tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas abordable pour des personnes qui ne sont pas privilégiées, qui ne sont pas dans des milieux artistiques? Quelle est aujourd'hui la part des étudiants dans ces écoles de cinéma qui est non blanche? Je pense qu'il y a une volonté politique de la FEMIS d'ouvrir en mettant des accès à la diversité. Il y a la résidence, je crois, ou l'atelier, je ne sais plus exactement le nom. Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Et tout à l'heure, je déjeunais avec ma co-scénariste et j'ai rencontré un acteur qui s'appelle Sekouba Doucouré. Et en fait, on discutait ensemble et il se plaignait effectivement pas tellement la pauvreté des rôles qu'il reçoit, mais la pauvre quantité de scénarios qu'il reçoit. Et en fait, il me disait, mais on a besoin que vous arriviez. Et je me dis qu'effectivement, les acteurs noirs, l'initiative qui menée par Noir n'est pas mon métier était extrêmement intéressante et pertinente à cet endroit-là. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas en coloriant l'écran. C'est-à-dire en disant, voilà, j'écris un film, finalement, je vais rajouter là ou là, soit une femme noire, soit une femme arabe. Non, en fait, c'est leur donner une densité. C'est-à-dire que les mettre au centre, parce qu'il y a quelques acteurs noirs moi, je vois de plus en plus de films où, effectivement, il y a peut-être 5 ans, on n'aurait pas demandé à l'agent immobilier n'aurait pas été joué par une noire. Là, elle est jouée par une femme noire. Mais le rôle est tellement peu signifiant, en fait, que finalement, je me dis, on ne peut pas se contenter de ça. Là, pour vous donner un exemple très précis, je suis en train de travailler sur un film sur le rapport entre une mère et sa fille, la difficulté qu'on a à être mère à partir de la mère qu'on a. Et en fait, je suis en train d'inventer le personnage d'une femme africaine, sénégalaise, qui a entre 65 et 70 ans, un peu une émanation de ma propre mère. Et le scénario, dans la façon dont elle écrivait, elle manquait de densité. Et du coup, en fait, on a décidé avec ma co-scénariste d'écrire en fait un espèce de monologue intérieur de cette femme pour vraiment essayer de la saisir. Et je l'ai fait, et en fait, j'étais stupéfaite de me rendre compte que je n'avais jamais abordé ces femmes que je vois dans la rue, des femmes qui sont ma mère. Enfin, c'est-à-dire que avec une densité, un relief romanesque, et que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans la littérature, mais je ne l'ai jamais vu non plus au cinéma. Et rien que le fait d'écrire cette femme, tout d'un coup, c'est comme si, non pas je lui donnais naissance, mais presque je lui donne naissance au cinéma. Donc la question, en fait, c'est c'est de créer des rôles denses qui permettent à des gens qui voient ces femmes dans la rue tout le temps, et qui ne les regardent pas, qui ne savent pas qui elles sont. Donc il ne s'agit pas d'aller mettre une femme en boubou qui marche dans la rue, qui a une interaction complètement superficielle avec sa fille dans un film fait par des gens qui ne les ont jamais vus, qui ne les connaissent pas. Il s'agit de leur donner la première place. Et c'est en fait en donnant à des personnages qu'on n'a jamais vus la première place qu'on pourra réellement avoir une vision beaucoup plus complexe de ce que c'est que la société française, parce que ces femmes sont des femmes qui font la société française, ce sont nos mères. Et c'est un exemple qui prouve que c'est de ça dont on souffre et dont on manque, j'ai l'impression. Mais c'est ce que te disait justement Sekouba Doucouré quand tu l'as vu, c'est qu'en fait, pour le penser lui comme un être complexe, il faut que ce soit des gens qui le connaissent, mais bien sûr, qui le fréquentent au quotidien, qui puissent écrire des rôles et qui ne soient pas juste un truc, on va mettre un noir, et puis ce noir-là, finalement, c'est une espèce d'émanisation qui correspond à l'imaginaire collectif, mais qui ne l'humanise pas réellement. Et ça, effectivement, il faut que ce soit toi ou une réalisatrice asiatique ou arabe pour que ça soit... Moi, je crois qu'il y a 2 choses dans ce que tu dis, Alice, qui sont hyper intéressantes. C'est que d'une part, il faut des rôles, et donc il faut des histoires qui se racontent. Et donc il faut que les personnes qui racontent cette histoire aient une légitimité par rapport à cette histoire-là, parce que c'est des histoires qui ne sont pas racontées ou qui ont été racontées depuis un certain temps par un prisme qui n'est pas un prisme qui prenne l'intégralité de l'humanité de ces personnes-là en compte. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que des acteurs noirs et des comédiens noirs peuvent jouer des rôles universels, et je crois que tu l'as très bien raconté dans La mort de Danton, parce que le personnage... Le jeune homme, là, Steve, il dit, et je trouve que cette scène est incroyable, quand il est dans cette école de cours Simon, donc et il dit, mais ça fait 1 an que j'attends un rôle, et le prof lui donne pas de rôle parce qu'il dit, il n'y a pas de rôle de noir pour toi. Et que lui, il dit, mais moi je veux jouer Danton. Et il dit, mais Danton, à cette époque-là, il n'y avait pas de noir, donc tu peux pas l'avoir ce rôle. Donc il y a 2 choses qui se jouent, c'est-à-dire qu'à la fois des personnes non blanches peuvent jouer des rôles de personnes blanches. C'est là aussi la question de la fiction, c'est-à-dire que Gérard Depardieu qui joue Alexandre Dumas. Bah oui, Philippe Lachaud qui joue Nicky Larson.
Par exemple. Par exemple, ça existe. Et de l'autre côté, il faut aussi des histoires qui se racontent, qui sont aussi des rôles qui seront joués par des personnes noires, parce que c'est des histoires de personnes noires. Donc c'est... Mais en fait, moi dans le film que j'écris, c'est pas une histoire de personnes noires. C'est la femme est noire, c'est une femme, et c'est une universitaire, une romancière, qui est une femme noire, mais la problématique qu'elle a, c'est une problématique universelle, qui est ma mère, comment devenir mère à partir de la mère que j'ai. Donc, mais en fait, son contexte culturel n'est pas absent, c'est-à-dire que tu plaques pas une réalité qu'on voit habituellement dans les films français en mettant juste une noire, c'est-à-dire que sa mère, c'est quand même une mère africaine, et donc tu lui donnes quand même ce contexte culturel. Complètement. Mais en fait, en lui donnant ce complexe culturel, déjà, ça permet à des gens qui ne connaissent pas ces femmes-là de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, et en fait, de s'apercevoir que, en rentrant à l'intérieur d'elles-mêmes, ils peuvent reconnaître quelque chose d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est ça c'est ça que j'essaye de faire depuis la mort de Danton, mais parce que je trouve que c'est politiquement beaucoup plus puissant que de passer par un discours en disant ne nous enfermez pas dans une image préconçue, stéréotypée. Finalement, à travers nous, à travers nos histoires, vous pouvez raconter, vous pouvez voir vous-même, en fait. J'ai l'impression que... et d'ailleurs, je veux dire, nous, on a grandi... moi, je suis une femme noire qui a grandi dans un pays blanc. Je veux dire, dans tous mes systèmes de représentation, je me suis toujours projetée dans des femmes blanches ou dans des histoires de blancs. Et dans ces histoires de blancs, j'ai trouvé quelque chose qui m'appartenait, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. Et c'est juste au moment où je me dis, l'inverse est possible, sauf que est-ce que l'inverse est-il possible ? Moi, je ne suis pas encore passée en commission, je n'ai pas encore soumis mon film au marché. Et c'est à partir de là que je vais réellement voir. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va me dire, mais non, c'est un film de noirs pour les noirs, ou alors les gens vont voir à travers les personnages, à travers l'histoire, à travers l'enjeu, quelque chose de complètement universel, qui dépasse la question de la couleur, quoi. On a eu la preuve 2 fois en 2018 que l'inverse était possible, puisqu'il y a eu 2 films américains qui ont cartonné au box-office. Il s'agit de Black Panther de Ryan Coogler et de Crazy Rich Asians. Donc Black Panther avec un casting quasi intégralement noir, et Crazy Rich Asians qui était 100% asiatique, qui ont très très bien marché aux États-Unis. Et pourtant, lorsque Crazy Rich Asians est sorti en France, le Parisien l'a décrit comme une niaiserie communautaire. Ce qui n'a pas été le cas de films comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui était aussi un film sur une communauté, tu vois, sur une communauté, voilà. Et cette question-là d'identification, on voit bien qu'elle a volé en éclats face à ces représentations-là, finalement, dans lesquelles tout le monde s'est retrouvé. Des super-héros universels, une comédie romantique dans laquelle, finalement, les tensions entre l'arrivée dans une belle famille potentielle, c'est quelque chose que connaît tout le monde, indépendamment de ses origines. Et on n'a plus vraiment beaucoup d'arguments pour dire un film avec un casting qui appartient majoritairement à un groupe minoritaire ne peut pas marcher parce que les gens ne s'identifient pas. Aujourd'hui, on a la preuve que c'est pas le cas. Même si, effectivement, je trouve que dans la sortie de Crazy Rich Asians, en France, il y a eu quand même un problème dans la communication, dans la manière dont ça a été commenté, décrit comme une niaiserie communautaire. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un contexte aujourd'hui qui permet de développer des arguments en disant non, en fait, c'est pas vrai. On peut ne pas être noir, s'identifier à des noirs, on ne peut pas être asiatique et s'identifier à l'asiatique dès lors que l'histoire est puissante et forte. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le cinéma, il n'a pas de morale. C'est-à-dire que c'est une question du marché. Et en fait, effectivement, ces exemples-là prouvent que en termes de marché, en termes de business, le fait de monter un film avec des acteurs non blancs est porteur. Et je veux dire, Netflix l'a compris depuis bien longtemps, et d'ailleurs c'est incroyable. Moi j'ai vu la série de Spike Lee. Effectivement, il y a un marché, en fait, je pense que ce soit la série Insecure, elle n'est pas que regardée par des femmes noires. Je pense qu'il y a plein de femmes qui regardent, comme moi j'ai pu regarder Sex and the City en son temps, tout en avait un... Donc effectivement, mais je pense que en tout cas en France, j'ai l'impression que... On parle des States, et du coup il y a le côté, parce que Crazy Rich Asians, ça marche aussi, ça a marchoté en France parce que c'était des Américains. Ils voient d'abord les Américains avant de voir que ce sont des Asiatiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose, parce que là tu parles d'argent. Avant d'accéder au public, il faut que le film il soit financé. Ouais. Il faut que le film t'ait des sous. Et quand tu passes en commission du CNC ou je sais pas quelle institution qui va donner vie ou tuer un projet, ces gens-là, ils n'y croient pas. Voilà. Moi, je l'ai pas encore. J'espérais que ça peut pas. Je suis encore dans cet espoir-là que les choses peuvent passer, qu'il y a quelque chose qui bouge. On m'a sollicité pour être en commission. Les commissions changent. J'ai l'impression
l'impression qu'il y a une attention à ces questions-là et on voit bien qu'on ne peut plus en fait faire comme si nous n'étions pas là. Et il y a quelque chose qui à mon avis, j'ai l'impression que c'est inéluctable. Après, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai tellement l'impression que c'est le sens de l'histoire et que le cinéma a besoin de nous. Le cinéma français a besoin, à mon avis, de renouveler ces sujets, ces idées, la manière de le faire. Enfin, c'est en ça où un mec comme Keshish est la plus belle chose qui soit arrivée au cinéma français depuis 15 ans. Enfin, on n'est peut-être pas beaucoup à le penser, mais vraiment, on a besoin de ces récits-là, on a besoin et c'est hyper important. Et je veux dire, enfin voilà, j'ai l'impression que c'est le sens de l'histoire, mais est-ce que la France en est là? J'en sais rien. En tout cas, pour reparler de Black Panther, ce que je n'ai toujours pas vu, parce que je n'ai jamais vu un seul Marvel de ma vie. En fait, c'est pas tout à fait mon type de cinéma. Tu me connais. Hein, j'ai été voir James Bond avec toi pour la première fois de ma vie, mon premier James Bond. Mais je sais que mon fils de 10 ans a vu Black Panther avec une telle joie, et en fait il a pas un espèce de discours politique, il va pas dire voilà ma joie elle est là parce que je me suis jamais vue avant, mais je sais que c'est un film qui revoit, et effectivement quand j'avais son âge, ce qui est très signifiant, c'est que quand je me projetais adulte, j'étais devenue blanche. J'étais plus noire, j'étais blanche. Tu n'avais pas d'image de toi-même. Je pense que pour moi, devenir adulte, c'était forcément devenir blanc, parce que la représentation des adultes qui m'était donnée, et tout d'un coup, il n'y avait plus du tout je n'existais pas, ni en allumant la télé, ni en allant au cinéma. Donc je pense que c'est là où ces questions-là sont des questions éminemment importantes et politiques. Ouais, tu as parlé de soft power et de représentation et de l'importance de la représentation pour nous, même si on est adulte, et pour nos enfants. Bien sûr. Oui, pour nous projeter, pour nous imaginer dans des situations de vie, en fait. Et même si je ne m'imagine pas... avec des super pouvoirs. Moi, je pense que plus que pour nous, en fait, c'est pour un nous beaucoup plus vaste. Je pense que la France a un besoin urgent de se représenter telle qu'elle est aujourd'hui en 2019. Pour moi, c'est quelque chose de politique. Et c'est presque... C'est impérieux. C'est vraiment impérieux. C'est-à-dire que les périls qui nous guettent, la violence qu'on subit, mais elle est aussi, dans une certaine mesure, complètement... elle provient de cette incapacité d'updater le réel, d'updater le réel. C'est-à-dire d'une incapacité, finalement, à voir le pays tel qu'il est. Et je crois, en ce sens, encore une fois, que le cinéma a une énorme responsabilité. Il peut pas tout. Je veux dire, le cinéma, il est le fruit du contexte sociologique et politique dans lequel il est fait, mais je pense que c'est urgent moi, je crois plus tellement à la politique, en fait. Et je sais que je suis arrivée au cinéma finalement par les émeutes de 2005. Ça m'a profondément ébranlé, la mort de Bouna Zied. Tu as réalisé un documentaire d'ailleurs qui s'appelle J'ai réalisé un documentaire, c'était un de mes premiers films. Et en fait, je suis rentrée en cinéma presque comme on rentrerait en politique, en fait, avec le souci impérieux d'offrir en fait une représentation complètement différente. Et au départ, je le faisais en étant dans un discours beaucoup plus frontal, dans quelque chose où j'étais vraiment encore très empreint de ma formation initiale, qui est la sociologie. Et plus j'avance, plus je me vois en fait à quel point apposer une idée contre une autre, un discours contre un autre, est un peu stérile, parce que finalement les gens ne veulent pas voir, en fait, et sourd celui qui ne veut pas entendre aussi, et aveugle celui qui ne veut pas voir. Et du coup, je me dis, mais il faut inventer en fait des formes qui permettent aux gens d'éprouver, et pas d'éprouver. Et c'est en ça où j'ai fait un film comme La Permanence, qui naissait vraiment d'une colère politique dans la manière dont on pensait, on représentait l'exil et la migration. Et pour moi, il fallait que j'invente une forme qui permettait aux gens d'éprouver tellement d'empathie pour ces hommes-là que des discours à la con comme on peut pas accueillir la misère du monde soient totalement mis en échec par l'émotion éprouvée devant la détresse d'un homme. Et en fait, presque toute la construction en fait cinématographique du film n'avait que cette obsession-là, c'est-à-dire que les gens éprouvent ce que c'est que d'être un exilé, et en l'éprouvant finalement, même les plus connards des fachos puissent quelque part en éprouver une forme d'empathie. Je ne dis pas que j'y suis toujours arrivée, mais je sais que j'ai été une fois invitée pour une projection de La Permanence dans une ville à 60% facho, je ne dirais pas laquelle, devant le maire qui était obligé de m'inviter parce que c'était l'ouverture du mois du doc, etc. Donc c'était tout un cérémonial, et qui a commencé le film en disant oui, voilà, les films comme machin, c'est des films de gauche, oui, on voit bien qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, etc. Enfin, le discours habituel, c'est bien gentil, les bons sentiments, etc. Mais la réelle politique est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, à l'issue du film, j'ai senti
y avait quelque chose qui s'était déplacé chez cet homme. Il a vraiment, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ça a été une victoire pour moi, et je pense vraiment que le cinéma peut permettre d'éprouver en fait le réel en mettant en échec finalement les discours, les a priori, les stéréotypes, en obligeant les gens à rentrer dans la vie et dans la tête d'une femme comme Zainabou, comme je tente de décrire. Qui est ton personnage longue digression. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ce que ouais. tu dis, c'est que tu peux transformer les représentations parce que les discours politiques, en fait, plaquent des espèces de réalités schématiques. Non, mais les gens n'entendent plus, en fait, surtout. Et puis surtout, en fait, c'est des faits objectifs, mais face auxquels on peut toujours détourner. C'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir un contre-argument pour dire non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais là, en fait, c'est passé par le biais de l'émotion et de la sensibilité, en fait. C'est l'humanité que tu vois, et c'est pas juste des statistiques. C'est pas juste il y a tant de migrants, ils sont comme si. Voilà. Regarde ce mec-là, c'est une vraie personne, en fait. C'est-à-dire que c'est pas des personnages comme quand Emmanuel Macron parle de Jojo le gilet jaune, qui est un personnage. En fait, quand tu entends parler cette personne et qu'elle te décrit son quotidien, tout d'un coup, c'est une réelle personne et tu peux plus la décrire comme un archétype. C'est le terme que je cherchais. Exactement. Et encore une fois, pour citer un auteur que j'admire énormément, une cinéaste qui s'appelle Claire Denis, quand elle fait 35 Roms, c'est un exemple que je cite toujours parce que moi, il m'a vachement, pas rassurée, mais il m'a fait du bien, ce film. C'est l'histoire d'un père et de sa fille qui ont du mal à se quitter, une espèce d'amour fusionnel entre un père qui est joué par Alex Descas et une fille qui est jouée par Mati Diop. Et en fait, tout l'objet, dans le film, tout le monde est noir jusqu'à la caricature. C'est vraiment, c'est un film très intimiste qui se passe dans cette famille-là. Et l'objet du film, l'enjeu du film, c'est va-t-elle réussir à quitter son père pour vivre sa propre vie, pour tomber amoureuse de l'homme qu'elle aime? Est-ce qu'elle va réussir à quitter son père? Et en fait, le film, je ne sais pas si c'est un des films qui a le moins marché, je crois, de Claire Denis. Et je me souviens que quand elle a fait Un beau soleil intérieur, j'étais allée écouter une masterclass qu'elle a donnée à la Cinémathèque française. Et le directeur de la Cinémathèque française lui a dit un truc qui m'a vachement bouleversée et vachement blessée, en fait, en lui disant... C'est drôle parce qu'avec le personnage que vous nous proposez, jusqu'à présent, en fait, vous avez un peu travaillé avec La Marge, avec des acteurs noirs, etc. Avec ce film Un beau soleil intérieur, qui est à ce jour son plus grand succès, donc joué par Juliette Binoche, vous nous proposez, il lui a dit, je paraphrase à peine sa phrase, mais vous proposez enfin une identification possible. Alors déjà, c'est qui nous? Voilà. J'ai écouté ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Moi, quand j'ai vu 35 Roms, pour moi, c'était justement, en fait, elle atteignait ce que je cherche, c'est-à-dire de faire de ces personnages noirs un couple universel. C'est-à-dire que tout le monde qui peut se reconnaître dans cette fille qui a du mal à quitter son père pour faire sa propre vie. Et tout d'un coup, lui dire que le film suivant, avec Juliette Binoche, mais en fait, ça m'a tellement... Personne n'a relevé dans la salle. J'étais un peu... On n'était pas... j'étais la seule noire, ou on était peut-être 2 ou 3. Mais moi, ça m'a vraiment blessée, en fait. C'est comme s'il m'insultait. Je me dis, mais vraiment, il y a un... Je pense qu'il ne se rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Vous nous proposez enfin une identification possible. C'est incroyable. Mais c'est grave, cette phrase. C'est très grave. C'est quand même... ça m'a vachement... moi, ça m'a blessée, en fait. C'est très blessant. Ça m'a vraiment blessée. Je me suis dit, voilà... On peut, en fait, noir n'est pas mon métier, c'est ça. On n'est que noir, quoi. C'est ça. Noir n'est pas mon métier, qui est l'initiative qui a été lancée par 16 actrices avec le moteur Aïssa Maïga qui a vraiment initié tout ça, qui montre en fait des actrices qui partent de leur place dans le cinéma français, qui est pas toujours évidente. Ouais, non, mais c'est incroyable. Et on compte sur toi, Alice, pour proposer une identification possible à tous et toutes. Je pense que ce qui est important aussi, après j'arrête. Après c'est la fin, donc. Le micro, c'est que j'espère. En fait, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses. Et souvent, en fait, dans le monde du cinéma, etc., il y a une place pour une personne qui ferme la porte derrière et qui dit, en fait, je vais être votre noir. Pour paraphraser, je ne serai pas votre nègre. Mais en fait, on a besoin d'être nombreux. Parce que plus on sera nombreux, plus on sera vus aussi comme des êtres singuliers. Et un film d'Alice Diop, c'est pas un film de Memouna, c'est pas un film de Mati Diop, c'est pas un film d'Amandine Gay. Ce sont des films faits par des femmes très différentes, aux parcours différents, et qui ont chacune, finalement, à apporter quelque chose de singulier, quoi. Et je crois que moi, je milite vraiment pour... plus on sera nombreux, plus on sera vus aussi comme des cinéastes, en fait, j'ai l'impression. Et moins on sera considéré, les seules personnes qui seront là seront considérées comme des porte-paroles. Et puis l'alibi aussi. Exactement. Merci beaucoup, Alice Diop. Merci, Alice. Merci, nous arrivons à la fin de ce
cet épisode de Kif Taras consacré au cinéma français et la ligne de couleur. Merci à Alice Diop de nous avoir donné son expertise. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir. Si vous aussi vous trouvez que le cinéma français ne reflète pas la société française ou qu'au contraire vous trouvez que c'est très bien ainsi, on est aussi heureux d'entendre votre parole. Toutes les opinions sont bienvenues. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio, binge B-I-N-G-E, ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast de Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Merci beaucoup, Grace. Merci, Rokhaya. Binge.